sur ce courant. Je cite, les psychologues cognitifs concluent à l'irrationalité de l'intuition humaine, parce que leur expérience consiste en fait à tendre des pièges au sujet. Encore une fois, c'est toujours l'idée de dire on fait des réponses en laboratoire pour montrer précisément certaines heuristiques et biais. Alors, je recite ici Raymond Boudon à propos des croyances. Ce qu'il dit, ça s'applique aussi au choix. Il suffit bien souvent de comprendre les raisons qu'un individu quelconque a d'y adhérer. On peut donc opposer une lecture rationnelle à la lecture irrationnelle courante des résultats de la psychologie cognitive. La pensée ordinaire, Raymond Boudon, diffère en degrés, mais pas en nature, de la pensée scientifique. Elle est moins méthodique, mais elle s'appuie sur des procédures identiques. J'ai une citation aussi de l'équipe de Bergerot qui est du même type, mais ça résume assez bien les critiques de base qu'on fait au programme des heuristiques et biais. Alors maintenant, les tenants du programme des heuristiques face à Frugal, qui sont, comme je l'ai dit, eux-mêmes très critiques par rapport aux heuristiques et biais. Alors pour eux, où est le problème? Ça vient, comme le disait Raymond Boudon, de la présentation des problèmes lors des expériences de laboratoire. Et pour Guy Ganzer et son équipe, la façon de procéder en fait est inappropriée. Et ce qu'on montrait, c'est surtout, bien évidemment, là où Guy Ganzer est souvent cité dans la littérature, et c'est là où le programme est important, c'est que le taux d'erreur diminue de façon importante lorsque les problèmes sont présentés sous forme de fréquence et non pas sous forme de probabilité. Ce qu'il a montré dans un certain nombre d'articles et puis dans ses ouvrages. Et donc pour Guernsey, il est important de prendre en compte l'environnement. Et là, je recycle. Il est indispensable de tenir compte de la structure de l'environnement pour tirer des conclusions sur la façon dont les individus prennent leurs décisions. Là, on rejoint d'ailleurs Herbert Simon, puisque bien évidemment, Herbert Simon c'était un de ses propos repris dans un certain nombre d'articles. Alors, Guy-Ganzer et son équipe, dans un papier de 99, disent en fait qu'il y a 4 formes de rationalité. La rationalité illimitée, on va dire c'est celle qui est postulée en économie. Alors, ce n'est pas présenté forme de rationalité, mais l'optimisation sous contrainte. Et donc, pour Guy-Ganzer, c'est 2 formes de rationalité qui dépassent très très largement le cadre humain. Je veux dire, il écrit très clairement, c'est quelque chose de complètement hors de contexte, dans le cadre humain. Donc il y a la rationalité limitée, mais pour Guy-Ganzer, la rationalité limitée ne se comprend que par rapport au comportement d'optimisation. Et la rationalité est limitée, dans le sens où effectivement les gens ne sont pas pleinement rationnels pour Guy-Ganzer. Et enfin, la forme de rationalité qu'il défend, c'est ce qu'il appelle la rationalité écologique. Et là, de nouveau, en faisant référence à Simon, qui dit le comportement humain rationnel est façonné par un ciseau dont les 2 lames sont la structure de l'environnement et les capacités de calcul de l'acteur. Alors pour Guy-Ganzer, une heuristique n'est pas fondamentalement bonne, rationnelle, mauvaise, irrationnelle, mais elle est écologiquement rationnelle, selon qu'elle est plus ou moins adaptée à la structure de l'environnement. Et donc, corollaire, en termes d'ingénierie cognitive, si je puis dire, il est possible de définir quelle heuristique fonctionne correctement dans un contexte donné et comment le contexte doit être adapté à l'heuristique. Voilà. Alors, c'est important, encore une fois, de bien comprendre pour les applications réglementaires dont je vais parler maintenant, que la finance comportementale s'appuie essentiellement sur l'approche heuristique et biais qui sont supposés être universels. Alors, comme c'est supposé être universel, c'est-à-dire que, bien évidemment, le régulateur, les hommes politiques, etc., sont eux-mêmes sujets à ces heuristiques et biais. Ce qui n'est pas forcément le cas, encore une fois, de l'approche de Guy-Ganzer, pour lequel, effectivement, le comportement va s'adapter à l'environnement et va être forgé par l'environnement. Quand je dis forgé par l'environnement, dans les travaux de Guy-Ganzer, il explique en fait pourquoi, au fil de l'évolution humaine, on a été amené, dans certains contextes, à développer des heuristiques qui fonctionnent bien, précisément dans ces contextes. Ce qu'il n'y a pas le cas, encore une fois, dans Kahneman-Tversky. Alors, la réglementation financière au regard de la finance comportementale. Alors, il y a 3 choses. Premièrement, il y a l'imprécision de la théorie comportementale. Il y a les biais psychologiques qui sont à l'origine
donc de la réglementation, et puis donc, comme je le disais, donc il y a les biais du régulateur, les biais du régulateur. Alors, bon, l'approche comportementale donc, est une approche parmi d'autres dans ce courant de la littérature. Là, je cite Joekala, donc, qui vient en complément d'autres façons d'aborder donc, les questions réglementaires, notamment la grille de lecture qui fait référence aux asymétries d'information, donc le problème principal agent, puis bien évidemment la théorie du public choice. Et les débats entre les tenants de plus ou moins de réglementation est accentué donc, par les facteurs psychologiques, l'excès de confiance, le biais de confirmation, puis par l'opposition idéologique aussi de certains auteurs. Alors, la précision de la théorie comportementale. Alors, donc clairement, il est impossible de prévoir avec fiabilité la manifestation de biais sur les marchés financiers. Il y a toute une littérature sur le sujet, mais quand on veut, je pense qu'on connaît les Charol qui disait qu'il avait lu beaucoup d'articles sur les biais dans sa vie, mais qu'en tant que gérant de portefeuille, il n'a jamais réussi à gagner un centime avec ça. Donc effectivement, sur le papier, on peut mettre en évidence donc, énormément de biais qui jouent sur les marchés financiers, on peut expliquer plein de phénomènes par des biais, mais ça ne veut pas dire bien évidemment que ces biais sont prévisibles et qu'on peut gagner de l'argent. Alors, il n'y a pas très longtemps, je me suis moi-même intéressé à la performance des fonds de finance comportementale. Donc c'est un papier c'est pas un papier académique, c'est un papier de réflexion que j'ai posté sur mon site internet pour ceux que ça intéresse. Et en fait, quand on regarde la performance des fonds de finance comportementale, les fonds de finance comportementale sont bien évidemment, comme d'autres fonds de gestion active, parfaitement incapables de battre les marchés. Et à commencer par ceux de Richard Thaler lui-même. Comme vous le savez, la serpente de gestion, Fuller et Thaler, et ces fonds ne permettent pas de battre le marché. Ce qui le rend modeste d'ailleurs. Je vous ai extrait donc une phrase que je ne vais pas lire, je vous la laisserai lire tranquillement, mais donc tirée de son ouvrage sur ses mémoires, où clairement, je dirais, il est assez réaliste sur ce qu'on peut faire en termes d'exploitation de ces biais. Donc, deuxième chose, les heuristiques, comme on dit tout à l'heure, sont souvent donc, une réponse adéquate à des capacités auditives limitées et peuvent nous aider donc, à faire des choix corrects la plupart du temps. Et nous ne sommes pas en mesure d'apprécier pourquoi, quand et pour qui donc, les choix seraient sous-optimaux. Bon, je ne développe pas ici, mais bien évidemment, la question aussi à se poser est de savoir sous-optimal par rapport à quoi. Est-ce que la notion de sous-optimalité elle-même a vraiment du sens? Si on fait référence à Herbert Simon, donc il y a un niveau, je veux dire, de satisfaction, je veux dire, à atteindre, mais cette notion d'optimalité n'a pas vraiment son importance. Alors cette imprécision, bien évidemment, de la théorie comportementale va avoir donc des implications dans le débat sur la réglementation. Alors, les biais donc, à l'origine de la réglementation financière. Donc, c'est pareil, une littérature assez poussée sur le sujet. Il y a Archie-Eifer qui a fait un papier qui est assez intéressant, donc en 2008, qui est assez virulent d'ailleurs. Au début du papier, il raconte qu'un jour il était donc, à l'American Chemical Association, au congrès annuel, qui était assis auprès du président cette année-là, et donc le président lui dit en tant que tenant de la finance comportementale, vous êtes pour la réglementation, pour plus de réglementation dans des marchés. Et on regarde dire, pas du tout, c'est même parce que je suis un tenant de la finance comportementale que je suis très prudent par rapport à la réglementation des marchés, puis c'est le point de départ de son papier. Et donc il explique pourquoi est-ce qu'effectivement, donc c'est pas forcément aussi simple que ça, et qu'on peut porter un regard un peu critique sur la réglementation quand on parle de finance comportementale. Alors bon, sa raison à lui, donc, c'est que beaucoup de réglementations sont motivées par des biais psychologiques qui proviennent donc, de leurs promoteurs et pas nécessairement de la part des agents donc, qui font l'objet de cette réglementation. Et donc il en cite un certain nombre. Donc l'effet de science, le fait que les débats réglementaires sont fortement influencés par des événements extrêmes, des histoires personnelles. Alors ici, bien évidemment, le cas de Enroll, Workcall, et puis la loi Sarbanes-Oxley, qu'on est directement issu. Donc il explique qu'en fait, le fait effectivement de voir des dirigeants donc avides,
donc méprisant, etc. Et puis de voir donc, tous ces salariés qui se retrouvent du jour au lendemain donc, à la rue. Ce sont des événements marquants pour la population, pour lesquels il y a une demande, bien évidemment, des attentes de la part des pouvoirs publics et du régulateur, donc pour faire quelque chose et pour réglementer. Bon, le problème, c'est que les coûts de l'argumentation, notamment de Sarah Oxley, sont moins bien visibles que les faits qui sont à l'origine de Sarah Oxley. Tout à l'heure, on parlait des cotations précédemment sur le marché américain. La loi Sarbanes-Oxley a eu un effet assez important sur les sociétés étrangères qui souhaitent se coter sur les marchés étrangers. Et c'était donc un facteur probablement explicatif important pour expliquer pourquoi il y a de moins en moins de sociétés cotées aux États-Unis, et notamment de sociétés étrangères. Alors, un papier historique de Banner, de 1997, qui s'intéresse à 300 années de réglementation, qui montre qu'en fait, les principales réglementations qu'on observe dans l'histoire ont toujours été promulguées donc, après des baisses importantes de marchés financiers. Pareil, après des baisses de marchés financiers importantes, l'éclatement des bulles, il y a besoin de trouver des boucs émissaires, c'est une question que je vais faire après, pour justifier ces bulles. Bon, pareil, les phénomènes de cascade de disponibilité de Curran et Sunstein de 1997, qui montrent quand il y a des événements donc, en série, et puis quand on débat de plus en plus, bien évidemment, les attentes réglementaires sont de plus en plus importantes. Alors, je vois le fait du bouc émissaire, lorsque les choses vont mal, donc on a besoin de blâmer donc, de quelqu'un ou un groupe, donc là c'est pareil, si je refais référence à Schaeffer, donc, comme je disais tout à l'heure, une crise économique ou boursière a créé des attentes réglementaires. La possibilité qu'une bulle, alors ça c'est pareil, j'aurais pu citer Schiller ici, parce que dans la deuxième édition d'Exubérance irrationnelle, il y a un passage de Schiller là-dessus. Schiller est plutôt contre la réglementation, en tout cas sur la base de financement mental. Il dit on voit pas comment on pourrait apporter une réglementation qui limite la survenance des bulles. Et donc ici, la loi d'Archevin, c'est-à-dire on a du mal à imaginer qu'en fait le hasard, l'incompétence des opérateurs, etc., soit des explications satisfaisantes aux bulles, et on a vraiment besoin d'avoir quelque part, je dirais, une histoire, donc un scénario à mettre en avant, donc pour justifier ça, avec évidemment des gens qui seraient responsables, qui seraient directement responsables de ces bulles, comme on peut l'avoir dans le niveau des scandales. Alors l'excès de confiance, je passais peut-être un petit peu vite, parce qu'on me dit que j'ai plus de 5 minutes, et puis je m'aperçois que je suis à la moitié de ce que je voulais dire, donc je suis désolé. Je savais que c'était un peu trop long. Ceux qui s'intéressaient, vous pourrez me demander, je pourrais leur envoyer mon fichier par email pour avoir la totalité du document. Voilà, donc ici, Archeifer, il y a une demande de réglementation, qui émane de biais en fond de la population. Et puis, comme je dis, une littérature assez abondante aussi sur les biais des régulateurs. Alors, encore une fois, fondamentalement, le programme des heuristiques Lebie et Kandinsky, les heuristiques Lebie sont universelles et affectent tout le monde. Donc, bien évidemment, ça affecte aussi le régulateur. Et donc, il y a toute une littérature sur le régulateur qui est sujet à ces heuristiques et biais que je ne vais pas détailler, que vous avez ici sous les yeux. Encore une fois, il y a beaucoup de papiers là-dessus, qui ne sont pas forcément pour certains des papiers récents. Il y a eu beaucoup de papiers qui ont été publiés sur la période 2000-2008. Les débats ont été relancés avec la crise de subprime, en disant qu'il y a une irrationalité des marchés, il faut faire quelque chose. Mais attention, il y a pas mal de papiers intéressants, des papiers de base, sur financement comportemental et réglementation, qui ont été publiés, on va dire, sur la période 2000, 2005, 2006. Vraiment des papiers de référence. Charles Richard qui d'ailleurs assimile théorie du public choice et puis les biais du régulateur, en disant que les biais cognitifs peuvent encourager le régulateur à assimiler ses propres intérêts à l'intérêt général. Et là on retrouve des explications qui sont communes aux deux courants. Alors, est-ce que la finance comportementale peut être à l'origine d'une nouvelle réglementation financière? Alors, globalement, je parlais tout à l'heure de Schiller, enfin, je ne me rappelais pas, je le cite ici. Beaucoup pensent que beaucoup d'anomalies
qui ne peuvent pas donc, faire l'objet d'une réglementation. Alors, bon, il n'empêche qu'il y a quand même des tentatives. En 2012 a été fondée la Financial Conduct Authority donc, en Angleterre. Ici, je vous ai mis, ils ont un site d'ailleurs assez fourni. Il y a plein de documentation sur le site. Je vous encourage à aller le voir. Il y a vraiment plein d'informations et des papiers aussi, des papiers académiques. Donc l'objectif ici de cette nouvelle entité, c'est de surveiller le comportement des acteurs financiers. Ça va faire trois objectifs: protéger le consommateur, protéger et améliorer l'intégrité du système financier et encourager la concurrence dans l'intérêt du consommateur. Je cite Miles en 2016. Donc, il explique en fait les armes comportementales privilégiées de cette nouvelle autorité, inclut le fait de forcer l'entreprise à élaborer des dispositifs incitatifs asymétriques, donc promouvoir les structures de marché plus fonctionnelles. Je les ai mis entre guillemets, je ne sais pas, pour vous détailler un petit peu plus, c'est-à-dire les pratiques de vente qui tirent parti donc des biais des consommateurs. Alors, dans les interventions possibles, donc il y en a quatre, qu'on retrouve dans la littérature. Donc il y a celle qui porte sur les règles portant sur la diffusion et la présentation d'informations. Alors bon, ça c'est aussi dans le cas de la réglementation classique, le fait de dire plus on a d'informations, plus le marché sera entre guillemets donc efficient. Alors, en tout cas, plus les acteurs pourront prendre des décisions donc sur, on va dire, informées. Bon, ce qui n'est pas aussi simple que ça. Ce qui n'est pas aussi simple que ça, je le résume parce que je ne vais pas avoir le temps de le développer. Parce que bien évidemment, on sait qu'on peut faire l'objet de ce qu'on appelle une surcharge cognitive, et l'abondance d'informations, donc parfois ne conduit pas forcément à faire de bonnes prévisions et à avoir de prendre de bonnes décisions. Il y a une littérature, notamment par les analystes financiers tout à l'heure, qui montre que les analystes financiers qui ont le plus d'informations ne produisent pas forcément les prévisions de bénéfices qui sont justement les plus précises. Donc ça, c'est le côté un petit peu trompeur. Donc les périodes de latence, donc c'est simplement donc le fait je peux mettre ici quand même, donc le fait d'imposer donc des périodes de réflexion avant qu'une décision soit définitive. Bon, c'est pareil, on peut montrer que c'est pas forcément la panacée, ça peut être aussi donc l'objet de biais. Alors forcément les règles portant sur les choix par défaut, donc les fameux nudges, et donc le paternalisme libertarien. Donc, ça prend peu de temps. Plutôt zéro. Donc le paternalisme libertarien, mais je pense que tout le monde dans la salle sait ce qu'est le paternalisme libertarien. Et bien évidemment, donc, il y a toute une littérature donc, abondante donc, sur la limite des nudges. Alors, on l'aborde avec ma collègue donc, un tout petit peu dans les chapitres de notre ouvrage, mais bien évidemment, on l'aborde en 2 pages, et des littératures énormes donc, sur les limites des nudges. Donc, qui définit ce qui est bien pour les agents, je sais, sans développer, si vous me permettez. L'architecture des choix peut aussi être sujet bien évidemment des pièges mentaux. L'architecture des choix peut imposer ses préférences ou ses valeurs. Comment déterminer les préférences conformes au bien-être d'un individu. Donc là j'ai une citation, donc la manipulation des choix, l'infantilisation des individus, avec l'argument donc de la pente glissante. C'est à partir du moment où on se laisse effectivement donc guider, prendre en main, donc il y a de moins en moins de contrôle sur sa vie, la normalisation et la marginalisation des comportements minoritaires. Gleiser va jusqu'à parler donc, de taxes émotionnelles. Si on ne choisit pas donc, ce qui a été prévu par le régulateur comme option par défaut, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas dans la norme, et quelque part on commence à être déviant. Bon, en littérature, comme vous savez, il y a une littérature abondante sur l'épargne retraite, et puis le fameux programme initié par Thaler sur Save More Tomorrow. Il y a toute une série de papiers donc, qui montrent qu'effectivement il peut y avoir des bienfaits, mais il y a pas mal de limites donc à ce type de nudge. Donc Cronquist et puis ses co-auteurs, dont Thaler d'ailleurs dans le dernier papier, là, 2018, s'intéresse donc à un fonds qui a été créé donc, en Suède, qui fait l'objet d'un chapitre d'ailleurs dans le bouquin Nudge. Ils ont retravaillé récemment sur ce fonds. Ils ont montré qu'en fait, il y avait un certain nombre de limites en termes de comportement donc des investisseurs dans ce fonds, qui faisait qu'on était très très loin donc, de l'optimalité qui était souhaitable.
Merci. Merci beaucoup, je suis désolé. Là, vous prenez les adresses de ceux qui voudraient avoir la présentation de ce N'hésitez pas, moment. encore une fois. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant à André Orléans, que je n'ai pas besoin de présenter comme dans la session plénière. Et on va parler de l'autoréférentialité, si j'ai bien compris, si le sujet n'a pas évolué entre-temps. Non, il est resté identique. Mais pour les transparents, je vais diffuser l'ensemble des documents dès cet après-midi. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu une gageure. Je vais essayer de présenter cette approche que j'ai essayé de développer. En fait, j'en ai donné, pour ceux qui seraient intéressés, vous en trouverez une présentation synthétique dans l'Empire de la valeur. C'est la partie 3 du livre. Alors, je pense que c'est la difficulté de publier dans des livres, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses, j'espère pour certaines au moins intéressantes, et qu'en fait, c'est qu'une seule partie du bouquin, qui est la partie 3. Et je ne suis pas sûr qu'elle était beaucoup lue. Il aurait mieux valu la peut-être publier ailleurs. Enfin voilà, si vous aviez des questions et pour y réfléchir, je vous conseille de lire cette partie 3 qu'on peut lire de manière autonome dans le livre. Je parle d'hypothèse autoréférentielle et dans mon esprit, en fait, je qualifie cette approche théorique alternative aussi bien d'ailleurs d'autoréférentielle, de keynésienne ou de conventionnaliste. En fait, j'utilise un peu de manière interchangeable les noms et on verra que ça se justifie. Alors j'ai essayé donc de la présenter de manière synthétique en 20 ou 25 minutes. Donc je vais aller vite, hein, vous m'excusez, je vais aller vite parce que je voulais essayer de présenter tous les enchaînements un peu de ma réflexion de façon à ce que ce soit peut-être plus clair. Alors ça marche comme ça. Alors d'abord, première partie, ce sera une critique, la critique de l'efficience. La critique de l'efficience, voilà ce que j'écris, sans définition d'un prix juste, alors on ne peut pas définir d'efficience allocative et on ne peut pas savoir s'il y a une bulle ou non. Donc l'idée que je développe, c'est qu'en fait on ne peut pas définir de prix juste, c'est que dans la pensée de l'efficience, et je pense qu'il s'agit d'efficience allocative, en fait Fama avait dans l'idée que eh bien, pour qu'il y ait efficacité allocative, comme sur n'importe quel autre marché, une des conditions, c'est que le prix soit le prix juste. Et que le prix étant le prix juste, eh bien, l'allocation serait optimale selon des théorèmes bien connus. D'ailleurs, on trouve ça spécifiquement chez Fama en 65. Il écrit « Sur un marché efficient, le prix d'un titre constituera à tout moment un bon estimateur de sa valeur intrinsèque. » Donc il y a bien l'idée ici que le marché est efficient si le prix est un estimateur de la valeur intrinsèque. Ou alors, sur un marché efficient, la concurrence fera en sorte, tout le monde connaît ça, excusez-moi, mais voilà, il faut passer par les bases, la concurrence fera en sorte qu'en moyenne, toutes les conséquences des nouvelles informations quant à la valeur intrinsèque seront instantanément reflétées dans le prix. Ce que je veux simplement indiquer, c'est que dans cette première définition de l'efficience, la question de la justesse du prix, c'est-à-dire de son adéquation à la valeur intrinsèque, est évidemment tout à fait mise en évidence, mais qu'elle disparaît par la suite. Par la suite, on a des définitions beaucoup plus floues. Par exemple, Fama en 70, et ça va devenir la définition classique, c'est un marché efficient s'il reflète pleinement toute l'information disponible. Et d'ailleurs, Fama est conscient un peu de la difficulté puisqu'il met fully efficient, fully reflect entre guillemets. Ou alors dans le Palgrave, prices of financial assets fully reflect all available information. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement qui part d'une définition stricte de l'efficience allocative à laquelle on peut adhérer, mais qui met en évidence l'idée qu'il y a une valeur intrinsèque à une définition où ce concept de valeur intrinsèque disparaît plus ou moins. D'ailleurs, ça dépend des auteurs. Par exemple, Bordeaux et Michael, et Wheeler, la remettent en avant dans ces définitions. The Basic Efficient Market Present Value Model posits that stock markets reflects discounted expected future dividends, and yet, il n'y a pas de là, that price changes reflect change in expected dividend.
Autrement dit, vous voyez qu'ici réapparaît dans la définition de l'efficience que ça doit être une anticipation des dividendes futurs escomptés, ce qui est exactement la valeur intrinsèque. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire en premier temps. Et donc, en fait, il va avoir pardon, excusez-moi, donc il y a un transfert d'une conception du prix juste à une conception beaucoup plus floue qui va être la plus utilisée parce que précisément elle a la vertu pour les tests empiriques de faire l'impasse sur la nécessité de définir ce qu'est le prix juste. Et donc elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus faible mais beaucoup plus simple à mettre en œuvre et c'est ce qu'on connaît évidemment sous le nom d'hypothèse jointe. Alors, donc premier point dans mon analyse, c'est que je ne pense qu'on ne peut pas définir de valeur intrinsèque. Et donc, voilà, c'était la première proposition. Je pense qu'on ne peut pas définir de valeur intrinsèque. Pourquoi? Parce que la valeur intrinsèque repose sur une conception que je conteste, et je vais essayer de donner des arguments, qui est l'idée que le futur est probabilisable. Donc c'est ma partie 2. Le centre, pour donner un sens, tout ce que je connais, mais on va en discuter, pour donner un sens à cette idée qu'il y aura un prix juste, il faut recourir à une hypothèse qui est très forte, qui est l'hypothèse du fait que le futur est probabiliste. Si vous prenez, alors voilà, j'ai pris dans la littérature, voilà, Castellapied, Ross, Dauphin, Duffy, et à chaque fois vous avez ce genre de choses. On commence par W égale θ1 et θ2. C'est pas ici que je vais montrer ça. Donc, pour capturer l'incertitude, on pense qu'il faut une représentation dans des états de la nature, etc. Et ça, vous le retrouvez, vous le retrouvez partout. Voilà, ça c'est une autre, donc W1, WK, les D1, etc. Tout le temps, cette hypothèse probabiliste est tout à fait au fondement de toute la théorie, et c'est comme ça qu'on peut calculer, vous voyez, des espérances mathématiques, des espérances conditionnelles, etc. Donc, en fait, ma critique de fond, c'est ça. Elle est évidemment liée à le côté keynésien, c'est-à-dire la pensée que l'incertitude est de nature radicale. Ça veut dire qu'elle n'est pas probabilisable. Sur le futur, nous savons très peu de choses. Nous ne pouvons pas probabiliser. Et voilà. Alors, donc ce point, d'où si on ne peut pas probabiliser et pas définir une valeur fondamentale, on voit ici qu'en fait on peut définir différentes formes d'efficience. Avec David, on avait l'idée de justement écrire un texte là-dessus. Une définition forte qui est la première, c'est que celle qui correspond au prix juste. La deuxième, qui est le fait que les prix sont non corrélés, comme on dit. Et la troisième, c'est le fait qu'il n'y a pas de free lunch. Donc, effectivement, je pense qu'on peut assez montrer qu'on a on peut passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèse plus forte, mais on ne peut pas aller dans l'autre sens. Et donc, le fait de mesurer par exemple, on ne peut pas battre le marché, le fait de mesurer que les prix ne sont pas corrélés n'entraîne absolument pas, à mon sens, que les prix soient justes. Donc, il y a 1000 formes par exemple, de marche aléatoire ou de martingale qui soient compatibles, qui existent, et sans que les prix soient justes, qui est une hypothèse beaucoup plus forte. Donc c'est ça le fond de ma critique. Et avec David, on avait proposé d'appeler efficience technique, en fait, c'est ce qui correspond aux définitions 2 et 3. Donc, c'est-à-dire les marchés sont efficients, mais dans un sens faible, et qu'on ne peut pas dire qu'ils soient efficience au sens fort, c'est-à-dire celui de permettre une allocation efficace du capital, ce qui est la chose qui intéresse les économistes. Alors, c'est cette idée d'incertitude radicale, je cite pas Keynes, on connaît ça, par exemple, c'est quand même assez fort. En la matière d'anticipation, il n'existe aucune base scientifique permettant de calculer une quelconque probabilité, simplement, nous ne savons pas. Alors, juste pour illustrer ça, je voulais prendre un exemple qui était celui qui a précédé la crise de 2007 et 2008, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire l'incertitude radicale. L'incertitude radicale, ça veut dire, en fait, fondamentalement, que nous sommes dans un monde non stationnaire, le monde social, c'est comme ça que
qu'on peut interpréter Keynes. Il y a différentes manières d'interpréter Keynes. L'idée d'incertitude radicale n'est pas évidente. Je dirais que ce qui est fondamental, c'est que nous sommes dans un monde non stationnaire, dans lequel il y a des nouveautés, et que l'existence de ces nouveautés fait qu'on ne peut pas prendre de décision uniquement sur la base de l'histoire, ou plutôt qu'on n'a pas dans les données historiques ce qui va se passer après, parce qu'il s'est passé des choses qui ont transformé la structure de la situation. Et c'est à ça qu'on se heurte de manière tout à fait systématique. Et je voulais donner un bel exemple que je voulais prendre, c'est le fait que, disons, les études les plus sérieuses qui utilisent l'économétrie, donc c'est-à-dire qui utilisent le mode de validation scientifique, disons, le plus performant pour saisir ce qu'il y a dans l'histoire, eh bien, ont été incapables de prévoir le fait qu'il y avait une bulle sur les prix. C'est toujours quelque chose qui m'a étonné, c'est pas qu'il y a des gens qui l'ont dit, mais si vous regardez les travaux d'économétrie qui ont été publiés dans les meilleures revues avant 2007-2008, elles concluent toutes au fait qu'il n'y a pas de bulle. Alors que nous sommes face à la plus grande bulle de l'histoire américaine sur... donc voilà, donc c'est ça concrètement, il me semble, c'est ça la réalité de ce qu'est l'historicité et de ce qu'est les marchés financiers. Et donc, vous voyez, simplement l'enchaînement théorique, c'est de dire, voilà, on ne peut pas calculer, il n'y a pas de probabilité, on ne peut pas calculer de prix juste. Donc, fondamentalement, c'est une question d'opinion et je vais essayer de traiter ça par la suite. Alors, prenons quelques chiffres, mais cela ne vous étonnera pas. Ça, c'est Mackenzie qui le cite dans une analyse. Grosso modo, c'est la différence entre l'estimation de la probabilité de défaut pour un certain nombre de CDO en fonction de leur rating avec la véritable défaut. Et vous voyez que ça peut aller de 1 à 100. Hein, pas pour le premier, les AA, mais après 0, 14, etc. Donc, mais c'est une manière d'illustrer, mais nous savons tous que les erreurs d'anticipation ont été tout à fait fondamentales. Et une des raisons, voilà, donc la citation de Mackenzie, dans la plupart des catégories de notes, l'incidence récente des défauts de type asset-backed security a été plus de 100 fois supérieure à l'expérience historique. Okay. Et là, je vais me centrer juste, comme j'ai très peu de temps, juste sur un point. C'est le rôle justement de l'anticipation du prix de l'immobilier qu'a joué, quand vous regardez la littérature, tout le monde est d'accord pour dire que ça a joué un rôle central dans la sous-estimation du risque. Et donc, essayons d'expliquer pourquoi, comment se fait-il que ce prix de l'immobilier américain ait été aussi mal prévu. Et c'est juste le point que je voudrais ici montrer, et de montrer que, en fait, ce que je vais vous montrer tout à fait simplement, c'est que je pense qu'on peut tenir l'hypothèse qu'il s'est passé quelque chose de nouveau dans la période de la bulle en question qui n'était pas dans les données historiques. Et c'est pour ça que, en faisant de l'économétrie, en essayant de voir à partir du passé, on n'était pas capable de voir qu'il s'est passé quelque chose de nouveau. Alors, c'est... bon, ça, c'est... Voilà. Donc ça, vous reconnaissez ici la bulle, vous voyez, il s'est vraiment passé quelque chose, et c'est assez intéressant de comprendre comment des gens, des économistes, nos collègues, ne voient pas nous. C'est très facile quand on est après, mais comment ne diagnostique pas une bulle, et surtout ce qui est important, c'est qu'il ne diagnostique pas la possibilité d'une chute des prix. C'est ça qui, au fond, techniquement, a été la chose importante. Là, vous l'avez en termes réels. Et je passe. Par exemple, à la Banque des règlements internationaux, le retournement du marché de l'immobilier a été toujours vu comme un événement économique de très faible particulier, de très faible probabilité. En particulier, nombre des économistes ayant publié des articles académiques, c'est ceux dont je parle, ont conclu que la grande partie d'une augmentation des prix sur la période 2000-2003 pouvait être expliquée par un certain nombre de phénomènes, qui étaient des phénomènes réels, la baisse des taux d'intérêt à long terme et la modification dans la qualité
des logements. Autrement, autre chose, et je vais y revenir, historiquement, le marché immobilier aux États-Unis était pensé comme, en fait, non pas un marché global, mais un marché local. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, je n'aurai pas le temps de le faire ici, c'est que là, c'est les auteurs en question sur leurs analyses. Ce que j'ai essayé de montrer, et je n'aurai pas le temps de le faire ici, c'est que, en fait, quand vous regardez, c'est un travail. Ce travail-là est toujours délicat parce qu'il doit partir des interprétations. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement des données dont j'ai besoin quantitatives, c'est que j'ai besoin de comprendre comment le marché résonne et donc de voir les récits, les explications qui sont données. Et quand on le voit, on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a un argumentaire très central, très structuré, tout à fait convaincant. Hein. On m'aurait dit ça en 2005, j'adhérais totalement. Tout à fait convaincant. La baisse des taux d'intérêt en question, le fait que l'immobilier est très particulier et que les gains de productivité qu'on trouve ailleurs, on ne les trouve pas, ce qui peut expliquer l'existence d'un prix relatif, en particulier à cause de la personnalisation des maisons. Et puis le troisième point aussi qui est très important qu'on voit chez tous les auteurs, c'est cette idée que c'est des marchés locaux. Et donc, pour lui dire l'essentiel, l'idée qu'il puisse avoir un retournement général des prix sur le marché de l'immobilier est une chose absolument impensable, qui n'a jamais été observée aux États-Unis depuis les années 30. Donc, personne n'avait jamais vu ce type de retournement après les années 30, et donc, assez naturellement, le scénario d'un retournement, global du marché n'a pas été pris en compte. Et donc, c'est ça l'incertitude radicale. Il n'y a pas de stationnarité, il se passe quelque chose de nouveau, et on le voit dans les données. Quelques citations là de ces conclusions. We argue that once se décline, une fois que la baisse des taux d'intérêt nominaux et les autres facteurs, en particulier démographiques, et le fait que la qualité s'est améliorée sont tenus en compte, donc vous reconnaissez